Pourquoi ma chambre est-elle toujours intacte? Demanda timidement Marie en entrant dans la maison de son enfance à Lyon ce 12 avril 2023 à 18h42 exactement. Son père, assis sur le vieux fauteuil en cuir brun qui craquait à chaque mouvement, leva les yeux, croisa les siens avec une intensité que Marie n'avait jamais vue auparavant et murmura d'une voix brisée mais ferme. « Parce que tu vas revenir. » Ces mots frappèrent Marie comme un coup de tonnerre dans un ciel clair. Elle avait passé 25 années à s'efforcer de réussir dans sa vie professionnelle et personnelle. Elle avait construit sa carrière à Paris, économisé chaque euro, investi dans son appartement du 7e arrondissement. Mais en moins de 5 secondes, elle sentit que toute cette vie et tout cet investissement émotionnel semblaient s'évaporer devant cette phrase simple mais dévastatrice. « Tu vas revenir. » Marie regarda autour d'elle et remarqua chaque détail qui n'avait jamais changé depuis son départ en 1998. Le tapis beige qui sentait encore la lavande de sa mère, les posters des Rolling Stones sur les murs jaunis, la lampe verte qui clignotait parfois le soir, la couverture en laine tricotée par sa grand-mère, tout restait exactement comme elle l'avait laissé à 17 ans. Son cœur se serra. Elle réalisa que son père refusait la réalité. Depuis 25 ans, il vivait dans l'attente d'un retour impossible. Elle sentit un mélange d'admiration pour sa persévérance et de colère pour le refus obstiné de l'évidence. Elle s'assit sur le lit qui n'avait jamais été changé, sentant la poussière fine qui recouvrait encore l'oreiller, et pensa: comment quelqu'un peut-il garder une chambre intacte pendant un quart de siècle sans même savoir si elle reviendrait vraiment? Elle entendit le tic-tac de l'horloge sur le mur et le craquement du plancher sous ses pieds comme un rappel incessant de ce temps perdu. « Papa, mais c'est irréel, » dit-elle, la voix tremblante. Il hocha la tête sans détourner le regard et répéta: « Parce que tu vas revenir, Marie. » À ce moment précis, elle comprit que toute sa vie de sacrifice, de soirées passées à travailler jusqu'à minuit, de week-ends sacrifiés pour économiser de l'argent pour sa famille, de prêts bancaires pour réparer la vieille maison familiale rue des Marronniers, tout cela avait été ignoré par un simple refus de faire face à la réalité. Marie se sentit soudainement spectatrice de sa propre vie, comme si elle avait été effacée de l'histoire familiale alors même qu'elle y avait mis tout son cœur et toute son énergie. Elle pensa à son enfance à Villeurbanne, aux dimanches en famille au parc de la Tête d'Or, aux soirées d'été où son père racontait ses histoires de jeunesse à Marseille, aux anniversaires passés où elle offrait des cadeaux fabriqués à la main et où il souriait toujours mais semblait déjà ailleurs, peut-être rêvant de ce moment où elle reviendrait comme il le souhaitait. Le contraste entre ce qu'elle avait donné et ce qu'il reconnaissait était brutal. Elle se leva et marcha jusqu'à la fenêtre donnant sur le jardin, la lumière du soir tombant sur les fleurs que son père avait plantées en 1992. Chaque pétale semblait murmurer « Tu es parti mais tu reviens ». Elle sentit une rage silencieuse, mêlée de tendresse, une émotion que l'on ressent quand on voit quelqu'un que l'on aime profondément refuser de voir la vérité et s'y accrocher malgré tout. Les voisins, passant par la rue des Marronniers, levaient les yeux vers les fenêtres et chuchotaient parfois. Elle est enfin revenue, ignorant le tumulte intérieur qui se jouait derrière ces murs. Marie se dit qu'elle devait comprendre ce qui se passait exactement. Pourquoi un homme, pourtant lucide et respecté dans sa profession de notaire à Lyon, pouvait-il s'accrocher à un espoir si irréaliste? Elle nota mentalement chaque détail, la couleur du papier peint défraîchi, l'odeur des rideaux, le léger grincement du lit. Tout était un témoignage silencieux d'un amour obstiné mais douloureux. Et alors, comme une âme froide traversant son esprit, elle comprit. En 15 minutes, elle allait découvrir que cette maison n'était pas seulement un lieu, mais un symbole de l'injustice silencieuse qui pouvait transformer une vie entière en attente d'un impossible retour. Marie inspira profondément, sentant chaque respiration remplir ses poumons d'une mélancolie douce amère, et murmura « Papa, je ne sais pas si je peux rester, mais je dois comprendre. » Et là, le spectateur ressentirait ce choc brutal, cette promesse de révélation à venir. L'histoire qui est sur le point de découvrir ne sera pas seulement celle d'une chambre figée dans le temps, mais celle d'un amour, d'un sacrifice et d'une injustice qui défiera toute attente. Si vous avez déjà vécu quelque chose de similaire, laissez votre commentaire ci-dessous et dites-nous comment vous avez réagi face à un espoir impossible. Marie se souvenait parfaitement des dimanches pluvieux à Lyon dans le quartier de la Croix-Rousse, où les pavés étaient glissants et le vent faisait claquer les volets des maisons en pierre. Elle se souvenait de sa mère, Micheline, préparant le gratin dauphinois à 11h17 précis chaque dimanche matin, et de son père, Jean, qui rentrait de son travail de notaire au 23 rue des Marronniers avec son manteau beige encore humide de pluie. Jean avait toujours été un homme de rituels et de chiffres exacts. Il notait les anniversaires dans son carnet rouge à couverture de cuir depuis 1968. Il gardait les reçus de chaque dépense familiale. Il savait exactement combien il avait investi dans l'éducation de Marie, 3 457 € et 50 centimes d'euros pour ses cours de piano au conservatoire, 1 248 € pour les fournitures scolaires et 2 000 € pour les cours de danse classique, tout soigneusement calculé, tout soigneusement planifié.
Marie se rappelait des après-midi à jouer avec ses voisins sur le terrain vague au bout de la rue, les cris des enfants qui résonnaient contre les murs blanchis à la chaux, les odeurs de pain chaud venant de la boulangerie Le Fourni de Lyon au coin de la rue, et la sensation du vieux ballon de cuir sous ses mains humides. Ces souvenirs formaient un cocon qu'elle n'avait jamais voulu quitter, un mélange de nostalgie et d'amour pour cette époque où tout semblait possible. Jean n'était pas seulement un père dévoué, il était un pilier de la communauté. À 15h30 chaque mercredi, il accompagnait Marie au marché de la Croix-Rousse pour acheter des légumes frais et il échangeait des plaisanteries avec M. Lefer, le boucher qui tenait sa boutique depuis 1965. Jean avait économisé depuis des années pour offrir à Marie sa première bicyclette rouge à 8 ans, exactement le modèle Raleigh, numéro de série 4629. Et il avait passé des semaines à réparer lui-même chaque pièce, huilant la chaîne et réglant les freins pour qu'elle puisse pédaler sans danger. Ces gestes simples mais précis racontaient l'histoire d'un père profondément investi, un homme qui plaçait le bonheur de sa fille au-dessus de ses propres besoins. Marie se souvenait aussi de la première fois qu'elle avait reçu un appareil photo argentique Nikon F50 pour son 10e anniversaire, cadeau que son père avait acheté après avoir travaillé 48 heures supplémentaires au bureau pour économiser les 547,89 € nécessaires. Elle pouvait encore sentir l'odeur de l'encre fraîche sur le papier d'emballage, la texture rugueuse du carton, le petit autocollant bleu indiquant Made in Japan. Chaque détail comptait. Chaque investissement financier et émotionnel formait un fil invisible entre eux. Marie pensait souvent à ces soirées d'hiver à Villeurbanne, dans leur appartement de la rue de la République, lorsqu'elle rentrait de l'école à 17h15 et trouvait son père installé dans son fauteuil en cuir avec un journal sur les genoux et un verre de vin rouge, attendant de l'entendre raconter sa journée. Il l'écoutait toujours avec une attention quasi religieuse, hochant la tête, posant des questions précises sur ses devoirs de mathématiques ou sur les anecdotes de ses amis. Elle se souvenait même de ses lectures communes le soir, lorsque Jean lisait des passages de Le Petit Prince ou de Victor Hugo à voix haute, la lumière chaude de la lampe à huile illuminant les pages jaunies et le visage de sa fille émerveillée. Ces moments construisaient une confiance profonde, un lien invisible que Marie n'avait jamais compris pleinement à l'époque, mais qui définissait sa vie entière. Malgré ses souvenirs chaleureux, il y avait toujours une tension subtile. Jean avait ces moments de silence rigide où il observait Marie avec un regard analytique, presque chirurgical, notant chaque mot et chaque geste, comme s'il voulait s'assurer que son investissement émotionnel et financier ne soit jamais gaspillé. Et Marie, enfant et adolescente, sentait parfois ce poids sans pouvoir le comprendre complètement. Elle se rappelait de l'angoisse de ses examens à 10h30 un lundi matin de juin 1989, lorsqu'elle avait trébuché sur le trottoir mouillé et égratigné son genou droit, et que son père avait immédiatement sorti le petit kit de premiers soins acheté chez Pharmacie Centrale en 1985 pour 12,45 €. Attention à toi, Marie, tu dois toujours te relever, avait-il dit en posant délicatement le pansement sur sa peau, mélange d'autorité et de tendresse. Ce chapitre de souvenirs précis, détaillé et minutieux ne faisait pas que rappeler l'amour et le dévouement du père. Il plantait aussi le décor d'une injustice à venir. Car toute cette générosité, tous ces sacrifices chiffrés et minutieusement notés dans le carnet rouge de Jean, toutes ces soirées, ces trajets, ces économies pour offrir le meilleur à sa fille, tout allait se confronter à la réalité d'une perte que le père refusait d'accepter. Marie sentait déjà, au fond de son cœur, que cette maison immuable, cette chambre intacte et chaque objet figé dans le temps n'étaient pas simplement des souvenirs. Ils étaient le symbole silencieux d'un attachement qui défiait le temps, la logique et même la raison. Elle inspira profondément à 18h59 et murmura pour elle-même « Tout ceci, c'est tellement beau et tellement injuste ». Et tandis qu'elle contemplait la maison silencieuse, chaque détail précis, le carrelage beige légèrement fissuré dans l'entrée, la sonnerie du vieux téléphone mural qui ne sonnait jamais, le parfum de vanille qui flottait encore dans la cuisine, souvenir des tartes de Micheline. Elle comprit que cette maison n'était pas seulement un lieu de mémoire. C'était un laboratoire vivant où se jouait l'amour, le sacrifice et l'injustice à parts égales. Espérez jusqu'à la fin de ce récit pour découvrir comment ces souvenirs précis, ces investissements minutieux et ces moments de tendresse allaient se confronter à l'inévitable escalade de la douleur et de l'humiliation. Le prochain chapitre révélera les premières fissures dans ce tableau parfait et comment ces petites injustices initiales commencent à se manifester. Marie se souvenait des étés passés dans la petite maison de vacances de sa famille à Saint-Tropez, exactement aux 14 rue des Lavandes, une maison au volet bleu ciel et aux murs blancs légèrement écaillés par le soleil. Chaque été, Jean consacrait précisément 12 heures par jour à préparer le jardin, plantant 27 rosiers et 15 oliviers, arrosant chaque plante avec un arrosoir en cuivre acheté en 1978 et polissant chaque feuille jusqu'à ce qu'elle reflète le soleil. Marie se rappelait avoir compté les gouttes d'eau sur les pétales lors de ses promenades matinales, un détail qu'elle trouvait magique et apaisant. Ces efforts n'étaient pas seulement pour le plaisir esthétique. Jean voulait créer un sanctuaire où chaque membre de la famille pourrait se sentir aimé et protégé.
Mais Marie se souvenait aussi des sacrifices plus subtils et douloureux que son père avait fait pour elle. En 1992, il avait vendu sa voiture Renault 5 couleur crème, achetée en 1985 pour 45 920 francs, pour financer son inscription au lycée privé Sainte-Marie de Lyon. Les heures supplémentaires passées à rédiger les contrats pour son étude notariale à Lyon 2e arrondissement n'étaient pas comptées. Il travaillait parfois jusqu'à 22h37, laissant Marie seule dans la grande cuisine où le parquet grinçait et où le parfum des tartes aux pommes de Micheline flottait encore, pour s'assurer que chaque paiement scolaire soit fait à temps. Ces sacrifices avaient créé chez Marie une reconnaissance mêlée d'un sentiment de responsabilité presque écrasant. Elle savait que chaque réussite qu'elle obtenait n'était jamais seulement pour elle, mais pour honorer l'investissement de son père. Les années 1995 et 1996 furent particulièrement marquantes. Marie avait 19 et 20 ans et préparait son entrée à l'université de médecine à Marseille. Jean avait calculé chaque détail financier. Le coût exact du loyer étudiant au 12 boulevard Longchamp, 4 750 € pour l'année. Les frais de transport en train Lyon-Marseille, 1 248 € et 50 centimes d'euros. Et même le budget pour la nourriture et les livres, 2015 € pour 12 mois. Marie se souvenait de ces listes détaillées que son père lui tendait, écrites avec soin, en lui disant « Ne gaspille rien, chaque euro compte, chaque effort compte ». Ces listes n'étaient pas seulement financières. Elles étaient une extension de l'amour méticuleux de Jean, une manière de structurer l'avenir de sa fille avec précision et soin. Mais ce n'était pas uniquement la dimension financière qui était importante. Jean avait aussi investi émotionnellement dans chaque détail. Il se souvenait du samedi 15 mars 1996, exactement à 14h22, quand il était allé chercher Marie à la gare de Lyon-Perrache après ses examens de fin de semestre, tenant un bouquet de 24 tulipes rouges et blanches, cueillies à la main dans le petit jardin de Saint-Tropez, pour célébrer le courage et la persévérance de sa fille. Ce geste, pourtant simple, avait marqué Marie profondément. Elle avait senti que chaque victoire, chaque étape, était reconnue et célébrée par quelqu'un qui ne la voyait jamais comme acquise. Et pourtant, même avec tout cet investissement financier, émotionnel et temporel, il y avait eu des signes subtils que cette attention n'était pas toujours comprise ou reconnue. Les premières négligences apparaissaient parfois, comme quand Marie oubliait de téléphoner le mardi soir, ou lorsqu'elle rentrait tard après ses stages hospitaliers et trouvait un mot sec de son père sur la table, « Sois prudente ». Ces petites marques de désaccord, bien que minimes, avaient créé une tension invisible, une fissure dans la relation parfaite qu'elle croyait avoir. Marie, rétrospectivement, comprenait que ces signes avaient été ses premières confrontations à une réalité plus complexe. L'amour peut être absolu, mais il peut aussi se heurter à la rigidité et à la peur de perdre ce qui est le plus cher. Elle se rappelait aussi de la veille de son départ pour Marseille, le 31 août 1996 à 21h14, lorsque son père avait pris sa main et l'avait regardé droit dans les yeux. Ses veines visibles sur ses tempes, la voix tremblante mais ferme. « Je sais que tu dois partir, mais n'oublie jamais que cette maison, cette chambre, tout reste pour toi. » Elle avait ri nerveusement à l'époque, pensant que c'était simplement un geste affectueux. Aujourd'hui, elle réalisait que c'était le début de l'obsession silencieuse de son père. Il avait commencé à vivre dans une temporalité parallèle où son enfant devait revenir, un espoir qu'il entretenait avec une précision mathématique et une fidélité obsessionnelle. Chaque détail de sa jeunesse, les tickets de cinéma pour les visiteurs en 1993, la première cassette VHS de la Boom qu'elle avait reçue pour ses 12 ans, les numéros de téléphone écrits sur des bouts de papier jauni, avaient été conservés par Jean, classés et annotés. Ces souvenirs, catalogués avec une minutie presque maniaque, étaient la preuve tangible de son investissement. Paradoxalement, le prémisse de l'injustice qu'elle allait découvrir. Marie comprit que toutes ces années, elle n'avait pas seulement été chérie. Elle avait été enfermée dans une attente imposée par l'amour obsessionnel de son père, un amour si intense qu'il refusait de reconnaître l'évidence de l'absence et de la vie qui continuait dehors. Et tandis qu'elle marchait dans le couloir, les murs parsemés de photographies en noir et blanc, chaque cadre soigneusement dépoussiéré par son père chaque semaine, elle sentit une tension croissante dans sa poitrine. La beauté et la minutie de l'amour paternel étaient indéniables, mais la rigidité et l'obsession commençaient à dessiner les contours d'une humiliation silencieuse. Elle savait que les prochaines étapes de cette histoire dévoileraient comment ce mélange d'amour, de sacrifice et de refus de la réalité allait se transformer en un conflit intense, visible et inévitable. Espérer jusqu'au prochain chapitre pour voir les premiers signes d'injustice concrète et comment ces petites fissures commencent à éclater dans le quotidien. Le 14 mai 2023 à exactement 17h03, Marie sentit pour la première fois la tension d'un affrontement silencieux dans cette maison qu'elle croyait immuable. Jean, son père, qui avait passé des décennies à préserver sa chambre intacte au 23 rue des Marronniers, semblait désormais transformer l'amour en contrôle invisible. Marie s'avança dans le salon où chaque meuble racontait une histoire.
Le vieux buffet en chêne acheté en 1974 à l'ébéniste du quartier, les rideaux en velours bleu marine achetés en 1982, chaque objet méticuleusement placé pour témoigner d'un ordre immuable. « Marie, tu n'as pas changé », dit Jean en croisant les bras, sa voix teintée d'un mélange de fierté et de reproche. Marie sourit faiblement, sentant un frisson parcourir son dos. Les premières humiliations se faisaient subtiles mais précises. Le ton condescendant, le rappel incessant des efforts passés et la mise en avant de chaque sacrifice qu'elle n'avait pas se reconnaître assez tôt. Elle se souvint du matin même, 7h12, lorsqu'elle avait voulu préparer un café pour son père comme à l'époque, et qu'il l'avait interrompu en disant « Ne touche pas à ça, je fais tout mieux que toi ». Les mots, simples mais chargés d'autorité, résonnaient dans la cuisine aux carreaux blancs fissurés et au parfum persistant de croissants rassis. Marie sentit une colère sourde mêlée à une tristesse infinie. Elle réalisa que ce n'était pas seulement une critique de son geste. C'était une manière de rappeler qu'elle n'avait jamais été capable de faire les choses correctement selon les standards de son père. Les voisins passant sur la rue, curieux, jetèrent quelques regards par la fenêtre et chuchotèrent. Elle est enfin revenue, mais on dirait que quelque chose cloche. Jean commença à énumérer ses sacrifices à voix haute, comme pour que chaque détail soit enregistré par des témoins invisibles. Je t'ai acheté ce vélo en 1986 pour 2945 francs. J'ai payé chaque cours de piano, chaque livre, chaque ticket de cinéma, et voilà où nous en sommes. Marie sentit chaque chiffre comme un poids sur ses épaules, et elle se rendit compte que ces détails précis, ces chiffres exacts et ces dates méticuleusement retenues n'étaient pas simplement de la mémoire. Ils étaient utilisés comme une arme psychologique subtile. À 17h45, alors qu'elle entrait dans sa chambre pour la première fois depuis 25 ans, Marie remarqua que tout était exactement comme elle l'avait laissé. Les posters jaunis de Jean-Jacques Goldman sur le mur, le globe terrestre posé sur l'étagère à 18h09 le 12 avril 1998, les cahiers d'école alignés par année, l'odeur de poussière mélangée à celle de la lavande qui flottait encore dans l'air. Son père suivait chaque mouvement, les bras croisés, la mâchoire serrée, son regard pesant comme un juge invisible. Marie sentit que chaque pas qu'elle faisait dans cette chambre était un rappel de sa dépendance passée et de l'exigence jamais satisfaite de son père. Puis vinrent les premières humiliations publiques. Jean invita le voisinage à passer pour admirer le retour de Marie. Madame Dupont, qui habitait au 25 rue des Marronniers depuis 1972, entra à 18h21 et complimenta la chambre figée dans le temps. Tout est si parfait. C'est incroyable. Marie sentit le regard de la rue entière sur elle, comme si elle devait justifier sa présence et son existence, comme si chaque détail de sa vie passée était maintenant une preuve de ses insuffisances. Jean, implacable, ajouta « Regardez ce que j'ai fait pour elle, tout est prêt, mais combien de fois a-t-elle montré de la reconnaissance ?» Les mots étaient simples, mais l'effet était dévastateur. La tendresse avait été transformée en humiliation, et Marie se sentit piégée dans une scène où tout le monde semblait complice du jugement silencieux. À 19h03, alors qu'elle essayait de discuter avec son père pour exprimer son malaise, il l'interrompit. « Marie, il y a des règles ici, et elles sont pour ton bien. Tu dois comprendre la valeur de chaque geste que j'ai fait pour toi. » Elle réalisa que ces règles étaient moins pour son bien que pour maintenir un contrôle psychologique subtil, une escalade lente mais précise de l'humiliation. Chaque détail, chaque chiffre, chaque date était utilisé comme un levier pour montrer son autorité et rappeler la dette émotionnelle et matérielle accumulée. Marie sentit la première vraie tension dans son cœur, le choc de constater que ce père adoré, ce pilier de sa vie, transformait son amour en une arme invisible, que chaque souvenir précieux devenait une mesure de son incapacité à répondre aux attentes. Les premiers témoins, les voisins, le courrier postal de 1988 qu'elle avait laissé sur la table et que Jean sortait pour montrer ses sacrifices passés, tout cela créait une scène où humiliation et amour se confondaient dangereusement. Elle s'éloigna du groupe et alla vers la fenêtre, observant les pavés mouillés de la rue, le vent léger qui faisait claquer les volets, et sentit une colère croissante et silencieuse. Elle savait que cette injustice n'était pas un incident isolé, mais le début d'une escalade, et qu'elle allait devoir trouver la force pour faire face. Marie murmura à voix basse, presque pour elle-même. « Je ne peux plus laisser ça continuer, mais comment réagir face à quelqu'un que j'aime autant ?» Le prochain chapitre révélera comment cette escalade de l'humiliation continue, avec arrogance croissante, plus de témoins et des humiliations de plus en plus graves qui mettront Marie face à l'injustice de façon directe. Le 15 mai 2023, à 16h47, Marie sentit que l'atmosphère dans la maison de son enfance au 23 rue des Marronniers changeait, subtilement, mais dangereusement. Jean, son père, ne se contentait plus de rappeler les sacrifices passés. Il commençait à les brandir comme des armes contre elle. Les chiffres exacts résonnaient dans chaque pièce. 3 457 € et 50 centimes d'euros dépensés pour ses cours de piano, 1 248 € pour les fournitures scolaires, 2 000 € pour ses cours de danse.
Chaque détail était devenu une accusation silencieuse, une preuve de son inattention passée et de son ingratitude supposée. Marie Sennett Son Kerr S.E. Serrer. Elle tenta de sourire, de répondre avec douceur. « Papa, tu sais combien tu as fait pour moi. » Mais il l'interrompit immédiatement. « Sais-tu seulement combien d'heures j'ai sacrifié pour que tu puisses réussir? » Et pourtant, sa voix tremblait légèrement mais laissait transparaître une arrogance implacable. À 17h12, alors qu'elle passait devant le salon, Marie aperçut un petit groupe de voisins et d'amis de la famille, rassemblés comme si c'était une exposition de ses échecs et de ses réussites. Monsieur Lefebvre, le boucher qui connaissait Marie depuis son enfance, la regardait avec un mélange de sympathie et de curiosité. Elle a enfin grandi, mais on sent qu'il y a quelque chose de lourd ici. Jean, fier et rigide, détaillait chaque geste qu'il avait fait pour sa fille, chaque sacrifice, et chaque réussite académique de Marie devenait une preuve implicite de sa dette envers lui. Les mots tombaient comme des pierres, et Marie sentit chaque phrase frapper son estime d'elle-même, même si elle comprenait que son père agissait par amour et obsession. À 17h45, Marie entra dans la cuisine où Micheline, sa mère, préparait un thé pour elle et son père. L'odeur du caramel chaud et du pain grillé ne suffisait plus à apaiser la tension. Jean pointa du doigt le vieux carnet rouge où étaient consignés depuis 1968 tous les anniversaires, toutes les dépenses et tous les sacrifices. « Regarde tout ce que j'ai fait pour toi. Et malgré tout, tu n'as jamais montré assez de reconnaissance. » Chaque chiffre, chaque date devenait une accusation directe. Marie sentit une pression invisible s'accumuler sur sa poitrine. Elle prit une profonde inspiration, essayant de ne pas laisser transparaître sa frustration, mais elle savait que chaque mouvement était observé, jugé, catalogué. À 18h03, alors qu'elle s'apprêtait à poser sa tasse de thé, Jean la retint. « Tu n'as toujours pas compris. Tout ce que tu fais, chaque pas, chaque choix, tout est sous mon regard. » Marie sentit une vague de honte la submerger. Elle n'était pas seulement jugée, elle était mise en scène devant témoins. Les rideaux bleu marine tremblaient légèrement sous le vent et chaque tic-tac de l'horloge semblait mesurer la lente intensification de cette humiliation. Les voisins, silencieux mais présents, étaient devenus involontairement complices de cette escalade, observant la scène avec curiosité et jugement implicite. À 18h27, la situation atteignit un nouveau niveau d'inconfort. Jean invita un ancien camarade de lycée de Marie, M. Bertrand, à parler des performances passées de Marie. « Tu te souviens quand elle a raté son examen de maths à 14 ans ?» demanda-t-il en souriant, un sourire qui semblait innocent mais qui résonnait comme un rappel cruel devant toute l'assemblée. Jean hocha la tête avec fierté, soulignant la leçon implicite. Malgré tous les efforts investis, il y avait toujours des défauts à corriger. Marie sentit sa gorge se nouer, mais elle garda la tête haute. Elle réalisa que cette accumulation de critiques, d'observations et de rappels de dettes émotionnelles constituait une escalade consciente et méthodique de l'humiliation. À 19h01, la tension atteint son point où chaque geste, chaque mot semblait peser une tonne. Jean commença à ressortir des lettres anciennes, des reçus, des tickets de cinéma et des photos de vacances où Marie apparaissait avec un visage innocent mais déjà jugé par l'amour exigeant de son père. Il les présenta aux voisins en commentant « Regardez comment j'ai tout prévu pour elle. Et pourtant, combien de fois a-t-elle vraiment compris ?» Chaque document, chaque détail devenait un outil d'accusation, une démonstration publique de son contrôle et de son pouvoir. Marie sentit son énergie diminuer, mais en même temps une étincelle de rébellion silencieuse grandir à l'intérieur d'elle. Elle comprit que ce que son père ne réalisait pas, c'est que son pouvoir reposait uniquement sur l'obéissance et la culpabilité qu'il imposait, et que, tôt ou tard, cette injustice allait rencontrer sa résistance. Elle inspira profondément à 19h28, le parfum de lavande encore flottant dans l'air, le grincement du plancher sous ses pieds, et murmura presque pour elle-même. « Ce n'est plus juste, quelque chose doit changer. » Le prochain chapitre montrera comment cette humiliation continue d'intensifier jusqu'à atteindre son apex, avec arrogance maximale du père, témoin toujours présent, et la ligne de tolérance de Marie sur le point d'être franchie. Le 16 mai 2023, à exactement 18h12, Marie sentit le poids de l'injustice s'élever à son paroxysme dans la maison familiale au 23 rue des Marronniers. Jean, son père, ne se contentait plus de rappeler ses sacrifices. Il orchestrava chaque geste, chaque mot, chaque regard comme une démonstration publique de contrôle et de pouvoir. La scène était complète. Le salon empli de voisins curieux, d'amis de longue date et même de collègues de Jean, tous témoins involontaires d'une escalade méthodique. Madame Dupont, fidèle voisine depuis 1972, observait les interactions avec un mélange de fascination et de malaise. Le tic-tac de l'horloge sur le mur du salon résonnait plus fort que jamais, chaque son semblant mesurer la tension croissante.
Jean commença par sortir les albums photos soigneusement annotés. Regardez Marie ici, à Noël 1987. 7 ans, elle a reçu son premier appareil photo Nikon. Je me souviens exactement de la valeur. 347,65 €. Combien de fois a-t-elle remercié? Combien de fois a-t-elle vraiment compris? Sa voix portait un mélange d'indignation et de fierté, et chaque mot tombait dans la pièce comme un coup de marteau. Les voisins se rapprochaient, certains en filmant discrètement avec leur téléphone portable, capturant chaque expression et chaque réaction. Marie sentit la chaleur monter à ses joues, une combinaison de honte et de colère silencieuse. À 18h37, Jean fit circuler des lettres anciennes, des reçus, des tickets de cinéma, des billets de train de 1995 à 1998 et même un billet d'avion pour Marseille le 23 août 1996 à 10h15. Il pointa du doigt chaque document. « Regardez tout ce que j'ai sacrifié pour elle, et pourtant, combien de fois a-t-elle respecté ses efforts ?» Chaque élément, chaque détail précis, devenait un outil d'humiliation. Marie sentit une rage silencieuse monter en elle, mais elle demeura calme, le visage impassible, conscient que montrer une émotion trop forte ne ferait que renforcer le pouvoir de son père. À 19h01, l'apogée de l'humiliation devint manifeste lorsque Jean invita l'ancienne institutrice de Marie, Madame Lefebvre, à commenter publiquement ses réussites et ses erreurs. Rappelez-vous ces notes en français. 12, 14 et 10, chaque détail compte, dit-elle, son regard alternant entre Marie et Jean, comme pour confirmer la logique implacable de l'injustice orchestrée. Marie sentit son corps se raidir, mais une clarté intérieure commençait à émerger. Tout ce pouvoir reposait sur des chiffres, des souvenirs et la peur. Il était fragile. À 19h28, alors que le vent faisait claquer les volets bleu marine, Jean exigea que Marie s'excuse pour un oubli d'anniversaire passé datant du 3 mars 1999, exactement à 20h14, pour lequel il avait préparé un cadeau spécial, un exemplaire rare de Les Misérables en édition de 1985, acheté pour 78,50 €. Marie se tint droite, les poings légèrement crispés, et murmura « Je suis désolé, papa ». Mais la phrase semblait ridicule face à la grandeur théâtrale de cette scène orchestrée. Les voisins prenaient des photos, certains partageaient les vidéos sur leur téléphone, et l'impression d'être exposé à un jugement collectif pesait lourdement sur elle. À 19h47, Jean alla plus loin encore. Il ouvrit la porte de la chambre intacte de Marie et demanda aux invités de constater que rien n'avait changé depuis 25 ans. Il pointa chaque poster, chaque cahier, chaque détail. Regardez ce que j'ai maintenu pour elle, regardez le soin que j'ai apporté. Les yeux de Marie parcouraient chaque objet. Le tapis beige avec la tache de café de 1992, les posters des Rolling Stones légèrement jaunis, la lampe verte qui clignotait parfois la nuit, la couverture tricotée par sa grand-mère. Chaque élément devenait un symbole de l'attente obsessionnelle de son père et de la tension extrême de la situation. À 20h03, la tension émotionnelle atteignit un point critique. Marie sentit que sa patience avait atteint ses limites. La combinaison d'humiliation publique, d'arrogance exacerbée et de contrôle méthodique commençait à peser de manière insupportable. Elle savait que le moment était venu de commencer à réfléchir à une réponse, à un point de bascule. Elle inspira profondément, sentant le parfum de lavande persistant, le grincement du parquet sous ses pieds et le murmure des voisins comme un rappel constant. Elle devait garder son calme et préparer sa riposte. À ce moment-là, la ligne avait été franchie, la beauté de l'amour paternel avait été transformée en un instrument de torture émotionnelle, et Marie comprit que ce n'était plus seulement une question de souvenir ou de gratitude. C'était une bataille pour sa dignité, et que chaque détail, chaque chiffre, chaque témoin jouerait un rôle dans la suite de cette escalade. Elle murmura presque pour elle-même, avec une clarté nouvelle. « Ça suffit, quelque chose doit changer. » Le prochain chapitre montrera le Ponto Deo Virada Despertar, où Marie commencera à percevoir sa force intérieure et les premières fissures du pouvoir absolu de son père, préparant la décision stratégique qui suivra. Le 16 mai 2023, exactement à 20h45, Marie sentit pour la première fois une clarté intense au milieu du chaos émotionnel orchestré par son père. Après des heures de critiques, de chiffres, de lettres anciennes et d'humiliation publique, elle inspira profondément, sentant l'air parfumé de lavande mélangé à l'odeur de caramel chaud qui flottait encore depuis la cuisine. Son regard parcourut la pièce. Les voisins, les amis, même Madame Dupont, observaient toujours silencieusement, certains filmant, d'autres chuchotant entre eux, mais tout semblait suspendu à l'action de Jean. Marie sentit quelque chose changer à l'intérieur. Elle réalisa que le pouvoir de son père reposait uniquement sur le contrôle et la peur, et que ce pouvoir avait des limites. À 20h47, elle se souvint des années passées. Chaque sacrifice, chaque cours de piano, chaque billet de train, chaque cadeau minutieusement planifié avait été fait par amour, mais aucun ne pouvait définir qui elle était maintenant.
Les chiffres exacts 3457 € et 50 centimes d'euros pour le piano, 1248 € pour les fournitures scolaires, 2000 € pour la danse, ne faisaient plus d'elle une enfant endettée émotionnellement, mais une femme consciente de sa propre valeur. Elle ressentit une poussée de force silencieuse, une énergie qu'elle n'avait pas utilisée depuis des années. Ses mains, auparavant crispées sur la table, se détendirent et son corps se redressa, comme si chaque muscle se souvenait de sa dignité. Jean, à 20h53, continua de pointer les albums photos et les reçus, insistant sur la perfection de la chambre et le temps investi pour maintenir chaque détail intact. « Regarde tout ce que j'ai fait pour toi !» cria-t-il, ses veines saillantes sur le front, la voix tremblante mais imposante. Marie le regarda calmement, ses yeux brillants d'une détermination nouvelle. Elle vit clairement que l'arrogance et la rigidité de son père n'étaient pas absolues. Elle pouvait être confrontée, non pas avec colère, mais avec discernement et stratégie. À 21h01, un silence stratégique s'installa. Marie ne parla pas immédiatement. Elle observa chaque visage, chaque réaction, chaque détail. Le globe terrestre dans l'ombre, les posters jaunis, le parquet craquant sous les pieds de Jean lorsqu'il se déplaçait pour montrer encore un reçu ou une photo. Dans ce silence, elle sentit un pouvoir croissant, un pouvoir non visible, discret, mais indéniable. Elle savait que le changement ne viendrait pas de la confrontation directe, mais de la maîtrise subtile de la situation. Elle repensa à des indices de son pouvoir caché, les économies héritées de sa grand-mère à Marseille, ses contacts professionnels acquis au fil des années dans le domaine médical, les connaissances juridiques discrètement accumulées grâce à son père notaire. Tous ces éléments formaient une réserve invisible, une armée silencieuse qu'elle pourrait mobiliser au moment précis. Son regard passa de son père au voisin et elle comprit qu'ils étaient aussi témoins d'une injustice qui pouvait être corrigée. À 21h12, Marie prononça enfin une phrase courte, presque imperceptible, mais chargée de sens. « Papa, je ne peux plus continuer comme ça. » Ces mots portaient le poids de sa lucidité et de sa décision intérieure. Jean, surpris, cligna des yeux, ne s'attendant pas à cette résistance calme et contrôlée. La première fissure dans son autorité absolue venait d'apparaître. Les voisins, perceptifs, sentaient le changement subtil. La victime jusqu'alors passive commençait à percevoir sa force et sa capacité à agir. À 21h23, Marie se redressa complètement, respirant lentement, les épaules détendues, les yeux fixes sur son père. Chaque geste, chaque respiration, était un signe de maîtrise et de calme avant la tempête. Elle savait que cette prise de conscience n'était que le début, que le moment venait de préparer la décision stratégique qui inverserait la dynamique du pouvoir. Les témoins, même s'ils ne comprenaient pas encore l'ampleur de ce qui allait se passer, sentaient que quelque chose dans l'air avait changé. La balance du contrôle allait bientôt pencher, et l'injustice que tous avaient observée allait rencontrer sa réponse. Marie murmura pour elle-même, avec un sourire presque imperceptible. Il ne sait pas encore que tout va changer, mais il le saura bientôt. Et dans ce moment précis, le processus de transformation avait commencé, un mélange de lucidité, de courage et de préparation stratégique. La scène était toujours sous le regard des témoins, mais la puissance silencieuse de Marie commençait à émerger, prête à transformer l'injustice en action. Les prochains chapitres montraram ponto de virada, decisão, consolidando a ação estratégica de Marie, mostrando como ela passa da percepção de seu poder para a preparação de sua resposta planejada e calculada. Le 16 mai 2023, à exactement 23h01, Marie décida qu'il était temps de transformer toute l'attention accumulée en action subtile mais décisive. Chaque détail accumulé depuis son enfance, chaque souvenir, chaque reçu, chaque chiffre précis, 3457 € et 50 centimes d'euros pour le piano, 1248 € pour les fournitures scolaires, 2000 € pour les cours de danse, devint soudain une arme de vérité et de puissance. Elle se leva lentement, les mains légèrement tremblantes, non pas de peur, mais de l'anticipation d'un pouvoir enfin reconnu. Jean, surpris, cligna des yeux, la Marie timide et soumise avait disparu. Elle prit une profonde inspiration. Le parfum de lavande encore présent dans la pièce, et sortit de son sac un dossier relié, méticuleusement préparé. Factures, lettres, photographies et documents prouvant chaque sacrifice de son père, mais cette fois non pas pour l'humilier, mais pour établir la vérité. Les voisins, étonnés, se penchèrent légèrement. Quelque chose d'inhabituel se produisait. Monsieur Lefebvre murmura « Elle prend le contrôle ?» À 23h07, Marie commença à présenter les documents avec calme, les numéros exacts et les dates précises, tout en gardant un regard fixe sur son père. « Papa, regarde ce reçu, chaque dépense, chaque effort que tu as fait pour moi. Je ne les nie pas, je les honore, mais regarde aussi ce que j'ai accompli grâce à toi. » Sa voix était douce, mais chaque mot portait un poids que Jean n'avait jamais anticipé.
À 23h15, les premiers signes de choc apparurent sur le visage de Jean. Il cligna plusieurs fois, essayant de reprendre son autorité, mais il comprit inconsciemment que le pouvoir reposait maintenant entre les mains de Marie. Les voisins, certains filmant toujours, sentaient que l'équilibre avait changé. La Marie passive était devenue active et stratégique. Madame Dupont, les mains sur la bouche, chuchota. On dirait qu'elle dirige la scène maintenant. À 23h22, Marie continua calmement. Tout ce que tu as fait m'a aidé à devenir celle que je suis, mais je n'ai plus à subir la peur ni l'humiliation. Il y a une justice silencieuse qui se prépare. Jean commença à s'agiter, son arrogance habituelle laissant place à l'inquiétude. Jamais il n'avait imaginé que sa fille utiliserait ses propres preuves et souvenirs pour prendre le contrôle de la situation. À 23h31, elle fit sortir un ordinateur portable de son sac, affichant des courriels professionnels et des contacts stratégiques qu'elle avait accumulés au fil des années, invisibles à son père. Ces éléments révélaient non seulement sa compétence et son autonomie, mais aussi une capacité à mobiliser un réseau d'influence que Jean ignorait complètement. Les voisins, intrigués, murmurèrent entre eux. Mais elle peut vraiment faire quelque chose maintenant. À 23h42, Marie montra un document légal que son père n'avait jamais vérifié, un testament partiel de sa grand-mère à Marseille, précisant que certaines économies et biens seraient gérés par Marie seule en cas de besoin. Jean pâlit légèrement en réalisant que le pouvoir absolu qu'il croyait exercer avait des limites légales et réelles qu'il n'avait jamais envisagées. À 23h50, Marie sentit une montée de confiance et d'énergie. Les premières fissures dans l'autorité de Jean étaient visibles. Ses gestes étaient plus nerveux, sa voix plus tremblante lorsqu'il tenta de reprendre la parole. « Tu ne peux pas ?» Marie, calme et méthodique, répondit simplement. « Je peux et je vais. » Les voisins commencèrent à applaudir discrètement, certains filmant la scène comme preuve de ce retournement inattendu. À 23h58, Marie sut qu'elle avait franchi le premier seuil. Le pouvoir absolu de son père sur elle était brisé, ses actions devenaient visibles et soutenues par les témoins, et elle pouvait désormais orchestrer la suite avec stratégie et précision. Les chiffres, les preuves, les dates, tout ce qui avait été utilisé pour l'humilier devint désormais le moteur de sa victoire silencieuse. Le 17 mai 2023, à exactement minuit 7, Marie sentit que le moment de vérité était arrivé. La maison au 23 rue des Marronniers était silencieuse. Chaque souffle semblait mesurer l'intensité du moment. Les voisins, les amis, même Madame Dupont, attendaient, silencieux mais attentifs, tandis que Jean, pâle et surpris, réalisait que la Marie qu'il connaissait avait disparu. Chaque geste, chaque respiration de Marie était calculée, chaque regard chargé de détermination et de contrôle. À minuit 12, elle ouvrit le dossier qu'elle avait préparé méticuleusement. Factures exactes, reçus détaillés, photos, lettres et preuves de tous les sacrifices passés de Jean. Mais cette fois, elle ne présentait pas ces documents comme des reproches. Elle les utilisait pour établir sa légitimité et démontrer qu'elle avait construit sa vie avec intelligence et indépendance. « Papa, regarde tout ce que nous avons accompli ensemble. Mais je suis maintenant capable de gérer mes propres choix et ma propre vie. » Ces mots étaient calmes mais indiscutables. À minuit 21, elle montra les documents légaux de la succession de sa grand-mère à Marseille, précisant qu'elle avait le contrôle direct de 15 320 € et de certains biens immobiliers, et que personne, pas même son père, ne pouvait interférer sans son accord. Les voisins écarquillèrent les yeux, certains murmurant « Elle a vraiment du pouvoir », tandis que Jean, incrédule, reculait légèrement, sa rigidité habituelle cédant à la surprise et à l'inquiétude. À minuit 30, Marie fit apparaître un ordinateur portable affichant des courriels stratégiques et contacts professionnels qu'elle avait accumulés au fil des années. Ces documents prouvaient sa compétence, son autonomie et sa capacité à mobiliser un réseau de soutien et d'influence qu'aucun des témoins n'avait anticipé. Jean, les mains tremblantes, tenta de parler. « Mais tu n'as pas le droit. » Marie répondit calmement. « Je l'ai toujours eu. Papa, tu ne l'avais juste pas vu. » À minuit 42, la transformation fut totale. Les voisins commencèrent à applaudir, certains à filmer avec enthousiasme, capturant le retournement complet de la dynamique familiale. Jean réalisa qu'il ne pouvait plus exercer son autorité sur elle. Le pouvoir était désormais dans les mains de Marie, mais de manière juste et stratégique, pas pour humilier, mais pour rétablir la dignité. À minuit 50, Marie fit un pas en avant et dit « Tout ce que tu as fait pour moi m'a permis de devenir celle que je suis, mais je ne vivrai plus jamais dans la peur ni sous l'humiliation. La vérité est maintenant visible pour tous. » Ses yeux brillaient de détermination et de calme. Les témoins comprirent alors l'ampleur de la situation. Ce n'était plus un conflit familial ordinaire, c'était un renversement total de pouvoir orchestré avec intelligence et précision. À 1h02,
Jean s'assit lentement, le visage marqué par l'incrédulité et le choc. Il comprit que tous les chiffres, toutes les dates, toutes les preuves qu'il avait utilisées pour contrôler Marie avaient maintenant été transformées en instruments de légitimité et de pouvoir pour elle. La scène était complète. Le maître d'autrefois n'était plus maître, et la fille auparavant silencieuse était maintenant l'architecte du changement. À 1h15, Marie murmura presque pour elle-même, avec un sourire subtil. Enfin, tout est clair, et maintenant, la justice peut commencer. Chaque témoin, chaque voisin, chaque ami présent ressentait la transformation et comprenait que la dynamique familiale venait de basculer complètement, que la Marie passive était devenue une force imparable, stratégique et juste. Le 17 mai 2023, à exactement 1h30, Marie commença à transformer sa victoire silencieuse en justice concrète. Les témoins, toujours présents, avaient désormais compris que ce renversement n'était pas seulement psychologique, mais qu'il allait avoir des conséquences tangibles. Elle ouvrit le dossier complet et montra les documents juridiques confirmant son autorité sur les économies héritées de sa grand-mère, soit 15 320 € et la gestion des biens immobiliers à Marseille. Jean pâlit, réalisant que chaque acte qu'il croyait contrôler était désormais hors de sa portée. À 1h38, Marie annonça calmement mais fermement. « Papa, je vais maintenant rectifier certaines injustices passées. Les biens et les comptes que j'ai hérités seront gérés conformément à la loi et tu n'as aucun droit de les contrôler. » Jean tenta de protester. « Mais tu ne peux pas ?» Mais sa voix tremblait et il n'osait plus lever la main ni interrompre. Les voisins commencèrent à murmurer. Enfin, elle rétablit la justice. À 1h47, Marie fit signe à M. Lefebvre et Mme Dupont, leur montrant les preuves des investissements financiers et des sacrifices passés. « Regardez toutes ces années où j'ai été humiliée malgré votre présence, » dit-elle. Les témoins, impressionnés par la précision et la justesse de son exposé, commencèrent à soutenir subtilement Marie. Certains prirent des photos et des vidéos pour immortaliser ce moment historique, tandis que d'autres offraient des regards d'approbation et de reconnaissance. À 1h58, Marie aborda le dossier de l'humiliation publique orchestrée par Jean. Chaque moment documenté, lettres, reçus, photos, témoignages, fut exposé calmement devant les voisins. Les épisodes du 15 mai et 16 mai, les critiques, les comparaisons injustes et même l'exposition de sa chambre intacte devant les invités. Jean sentit une honte invisible s'installer. Toutes ces années d'arrogance étaient désormais visibles pour tous. À 2h07, elle annonça la première mesure concrète. Une restitution partielle des biens et des fonds gérés auparavant par Jean pour son usage personnel. 3 457,50 € du compte de piano, 1 248 € des fournitures scolaires, 2 000 € des cours de danse, tous transférés légalement sous la gestion exclusive de Marie. Les voisins observaient chaque mouvement, certains applaudissant doucement, d'autres filmant avec enthousiasme. La justice se manifestait en temps réel. À 2h15, Marie fit un geste symbolique mais puissant. Elle ouvrit la porte de sa chambre intacte et invita les voisins à constater que désormais, ce lieu n'était plus un symbole de contrôle mais de mémoire et de respect. Ceci n'est plus une prison de souvenirs pour satisfaire quelqu'un, dit-elle calmement. Les invités, certains avaient des téléphones en main, prirent des photos et vidéos pour immortaliser le symbole de rétablissement de la dignité. À 2h23, elle annonça aux témoins et à Jean que les prochaines étapes seraient exécutées avec précision. Chaque action de Jean qui avait contribué à l'humiliation serait désormais corrigée publiquement et que toute tentative de contrecarrer ces mesures serait documentée et juridiquement neutralisée. Jean, complètement abasourdi, ne trouva aucun mot pour répondre. À 2h30, le calme stratégique de Marie contrastait fortement avec l'agitation de son père. Les témoins, percevant la transformation complète, commencèrent à la soutenir ouvertement. Les voisins échangeaient des regards complices, certains murmuraient « Elle redresse enfin la situation ». Et même Jean réalisa que l'influence qu'il croyait d'avoir sur les perceptions des autres avait disparu. Le 17 mai 2023, à exactement 3h02, la dynamique dans la maison au 23 rue des Marronniers avait complètement changé. Chaque détail qui, auparavant, représentait le contrôle et l'humiliation imposés par Jean était désormais sous l'autorité de Marie. Les voisins, les amis, même Madame Dupont, observaient un changement spectaculaire. La Marie timide et soumise avait laissé place à une femme calme, stratégique et totalement maîtresse de la situation. Les lumières tamisées du salon reflétaient sur les visages surpris et impressionnés des témoins, chaque ombre soulignant la nouvelle puissance de Marie. À 3h12, Marie annonça la consolidation totale des mesures, tous les biens hérités et comptes financiers, soit 15 320 €, ainsi que les droits de gestion sur les propriétés à Marseille, étaient désormais placés sous sa responsabilité exclusive. Chaque document légal fut présenté, signé et consigné, laissant Jean impuissant.
Ils ne pouvaient plus influencer, contester ou manipuler aucune décision. Les voisins prirent des notes, des photos et des vidéos, certains murmurant « C'est incroyable, enfin justice est faite ». À 3h23, Marie s'adressa directement à son père avec calme et fermeté. « Papa, chaque action que tu as entreprise pour me contrôler et m'humilier est maintenant inversée. Les preuves sont visibles, les témoins présents, et la loi est de mon côté. » Jean, les yeux rivés sur elle, ne put prononcer un mot. Son autorité avait été complètement neutralisée, et toute arrogance disparut. Les voisins commencèrent à applaudir doucement, certains même en filmant la scène pour montrer à quel point la justice venait d'être restaurée. À 3h35, Marie fit un geste symbolique et puissant. Elle ouvrit à nouveau la porte de sa chambre intacte et annonça que désormais, cet espace serait un sanctuaire de souvenirs et de respect, et non plus un outil d'humiliation. Les posters jaunis, les cahiers anciens, le tapis beige taché de café de 1992, tout devenait un symbole de dignité retrouvée. Les témoins ressentirent l'impact émotionnel. La scène n'était plus seulement une correction financière, mais une victoire symbolique sur des décennies d'injustice. À 3h45, elle expliqua aux témoins et à Jean que toutes les injustices passées seraient désormais documentées, si nécessaire, communiquées légalement pour assurer que plus jamais aucun abus de pouvoir similaire ne se produise. Les voisins, impressionnés par la stratégie et la précision de Marie, commencèrent à montrer leur soutien ouvertement. Applaudissements, sourires et regards approbateurs ponctuaient désormais la pièce. À 3h55, Jean, désormais complètement silencieux, observa les transformations. Sa fille, autrefois soumise, avait pris le contrôle total et chaque élément de sa domination avait été inversé. Les preuves documentées, les témoins, la loi et la stratégie de Marie rendaient toute tentative de reprise de pouvoir impossible. Le vent qui frappait les volets bleu marine semblait accentuer cette sensation. Chaque souffle était un rappel du changement permanent. À 4h02, Marie se tourna vers les voisins et conclut « Ce que vous voyez ce soir n'est pas seulement ma victoire personnelle, mais la démonstration que l'injustice, même silencieuse et ancienne, peut être corrigée avec patience, stratégie et courage. » Les applaudissements se firent plus forts, certains hochements de tête approbateurs ponctuèrent ces mots, et même Jean baissa la tête, conscient que la dynamique familiale venait de changer à jamais. À 4h15, Marie murmura presque pour elle-même, avec un sourire subtil mais satisfait. « Plus jamais l'humiliation ne sera utilisée contre moi. La justice est désormais réelle, visible et permanente. » Les témoins ressentirent la force symbolique de ce moment. Le contrôle avait changé de main, l'impact émotionnel était total, et la scène resterait gravée dans la mémoire de tous. Le 17 mai 2023, à exactement 4h30, Marie se tenait dans le salon, entourée des témoins, des voisins, et même de son père, désormais silencieux et respectueux. La lumière douce du matin commençait à filtrer par les rideaux bleu marine, illuminant la scène comme pour symboliser un nouveau départ. Elle inspira profondément, sentant l'air frais mélangé à l'odeur persistante de lavande et de café chaud, et réalisa que ce moment n'était pas seulement la fin d'une injustice, mais le début d'une transformation durable. Elle repensa à tout ce qu'elle avait vécu, les humiliations, les critiques, les comparaisons incessantes, les sacrifices financiers exacts, 3 457 € et 50 centimes d'euros pour le piano, 1 248 € pour les fournitures scolaires, 2 000 € pour les cours de danse, mais aussi à chaque moment de courage silencieux qu'elle avait accumulé au fil des années. Chaque chiffre, chaque document et chaque souvenir formaient désormais un pilier de sa force, de sa dignité et de sa stratégie. Elle sourit, presque avec tendresse, en se rappelant la Marie qui, jadis, se cachait derrière les rideaux pour pleurer en silence. Aujourd'hui, cette Marie était devenue une femme autonome, respectée et maîtresse de son destin. À 4h42, elle s'adressa aux témoins. Ce que vous avez vu ce soir, ce n'est pas seulement une victoire contre l'injustice familiale, mais la preuve que personne ne doit subir l'humiliation ni la peur en silence. La patience, la stratégie et le courage peuvent transformer la douleur en force. Les voisins hochèrent la tête, certains pleurant doucement, d'autres applaudissant. Madame Dupont murmura. Elle a montré à tous ce que signifie la vraie dignité. À 4h50, Marie se tourna vers son père avec douceur mais fermeté. « Papa, je ne cherche pas la vengeance, je cherche la justice. Nous avons tous un rôle à jouer pour corriger les erreurs du passé, et maintenant, nous pouvons avancer avec respect et compréhension. » Jean, touché, hocha la tête lentement, comprenant que le changement était permanent, et que sa fille avait enfin transformé l'injustice en leçon de vie et d'empuissancement. À 5h02, elle invita les témoins à partager leurs expériences personnelles, créant un moment de connexion et de communauté. Si vous avez déjà vécu quelque chose de similaire, sachez que vous pouvez aussi transformer la douleur en force. Commentez votre expérience ci-dessous, partagez ce que vous ressentez et inspirez les autres. Les voisins échangèrent des regards complices,
Certains prirent des notes et d'autres commencèrent à raconter leurs propres histoires de lutte et de courage. À 5h12, Marie conclut avec les CTA de croissance et d'engagement. Si cette histoire vous a inspiré, abonnez-vous à cette chaîne et activez le petit cloche pour ne jamais manquer des récits comme celui-ci. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de retrouver sa force. Et surtout, souvenez-vous, personne ne peut vous priver de votre dignité, sauf vous-même. À 5h20, elle regarda une dernière fois sa chambre intacte, symbole de souvenirs et de respect retrouvé, et murmura « Aujourd'hui, tout est clair. La justice, la dignité et la force sont à moi, et elles resteront pour toujours. » Les témoins ressentirent l'impact profond de ces mots. L'histoire n'était pas seulement une revanche, mais une transformation complète, une leçon universelle sur la résilience, la stratégie et la justice. Ainsi se termina la nuit la plus longue et la plus révélatrice de la vie de Marie. L'injustice avait été confrontée, la humiliation inversée et la force personnelle révélée. Chaque détail précis, chaque date, chaque témoignage, chaque chiffre avait contribué à ce moment historique. Et le public, désormais témoin de cette transformation, ressentait l'émotion, la puissance et l'inspiration que cette histoire pouvait offrir.